suis pas content, on a un nouveau gouvernement. Oui, ça y est, enfin on a un nouveau gouvernement. Si Emmanuel, je dis enfin parce que... Non, je suis désolé, t'as gratté. Je veux dire, quand tu reçois Hassan Chalgoumi à l'Elysée dans le cadre de la dissolution pour lui demander son avis, c'est qu'à un moment t'as essayé de jouer la montre. Monsieur Chalgoumi, vous pensez que je devrais plutôt essayer de nommer quelqu'un du NFP, histoire de miser sur un renversement du gouvernement rapide afin de minimiser les chances pour 2027 au risque justement de les crédibiliser dans une posture de martyr, ou alors peut-être plutôt que je devrais essayer de mettre en place des députés des Républicains, comme ça je peux imputer à la droite classique une mauvaise gestion du budget et m'imposer comme la seule figure responsable économiquement du bloc centriste. Qui tu veux qu'il te réponde, c'est pas son domaine, même s'il apprend un peu, c'est vrai quand même, à sa défense, ici là, Hassan Chalgoumi il s'essaye à la géopolitique. Oui, il s'est attaqué au sujet arménien. Vivre en Arménie, celle d'Abu Dhabi et celle de Bahreïn. Non. Il y a une majorité. Vous savez, dernièrement, on a été une quarantaine de jeunes. Il y a quelques années, on était une vingtaine de jeunes imams en Israël, par force, depuis une trentaine d'années, soutenus par la politique turque et par la politique aussi qatari. Ça fait que il se nourrit avec la haine. Donc bref, revenons-en à nos moutons, sans mauvais jeu de mots, hein, et voici le nouveau visage du nouveau gouvernement. Moi, j'ai pas envie. Non, t'as pas un résumé rapide? Ça aurait dû être Villepin le Premier ministre, ça aurait peut-être été effectivement moins mauvais. On a déjà donné. Ouais, mais bon, là, c'est peut-être le plus sensé du moment. Bah, là, il n'y a que des têtes d'autocar, là, enfin, je sais pas comment vous dire. Oh non, mais là, c'est carrément démagogique. Non, je suis désolé, il faut leur laisser un minimum de chance. On a des gens compétents, puis des nouveaux visages. À la justice, déjà, on a Didier Migaud. Tu vois, c'est pas l'ancien demi-avocat, demi-mafieux, demi-cocaïnomane à la con. Non, là, c'est quand même l'ancien président de la Cour des comptes. Un homme compétent. Une question politiquement concrète pour terminer. À 8h58, vous êtes habitué à compter en milliards à la Cour des comptes. Alors je vais vous demander simplement combien font 7 x 9. Vous avez... Je vous répondrai juste après 9 x 7, 76, mais... Après, le ministère de la Justice, il n'est pas tout seul non plus. Je veux dire, il est épaulé par le ministère de l'Intérieur. Et là, c'est Bruno Retailleau. C'est quand même, je veux dire, un mec avec une éthique, une déontologie. Pourquoi tu me mets des inserts de VSD des années 90 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Interville, hommage, chantage, menace de mort, le scandale qui rattrape TF1 20 ans après la tricherie, nos révélations, les documents accablants, mais je m'en bats les couilles. Nous sommes le 2 juillet 1997. Une autre époque. Interville rassemble des millions de téléspectateurs le soir. Le Puy du Fou affronte le pays d'Ancenis, une communauté de communes de Loire-Atlantique. Pire que les histoires de steak frites de Koh Lanta, hein, le jeune animateur Olivier Chiabodo se tient à côté de Jean-Pierre Foucault qui pose la première question. Et c'est alors que Chiabodo glisse sa main sur sa cuisse et forme le chiffre 3 avec ses doigts. L'équipe du Puy du Fou répond la réponse 3, c'est la bonne réponse. Idem un instant plus tard, Olivier Chiabodo montre 2, c'est la réponse 2, le Puy du Fou va en finale. C'est le Canard enchaîné qui révèle l'affaire à l'époque, s'ensuit un scandale, un vrai. En fait, c'est Olivier Chiabodo qui l'incrimine. Sur les tournages, j'avais une oreillette et j'obéissais aux ordres du producteur, dit-il. C'est lui qui m'a demandé de favoriser le candidat du Puy du Fou et il nomme Bruno Retailleau. Le jeune animateur était caché des autres représentants du parc d'attractions par Jean-Pierre Foucault. Seul le nouveau ministre de l'Intérieur pouvait le voir. Il a grugé Interville. Top à la vachette, il a grugé la vachette. Mais vous n'arrivez pas à en trouver un qui a pas fait de magouille, quoi. Genre, même les jeux télé, ils sont obligés d'essayer de les bidonner. Après, au moins, hein, il a peut-être pas d'éthique, mais il a des convictions. Et ça, c'est important. Non, attendez, Emmanuel Macron, c'est blabla. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron n'a toujours pas dit la vérité aux Français. Par exemple, sur le temps de travail, sur les retraites. C'est le parisianisme, monsieur Macron. Emmanuel Macron, c'est l'inverse. Il était président, il est devenu un vrai acteur de théâtre. Vous nous garantissez ce matin qu'il n'y aura aucune coalition avec le camp présidentiel? Non, nous ne souhaitons pas de coalition, nous ne souhaitons pas entrer ni au gouvernement, ni dans une coalition. Le président de la République a nommé monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. C'est indéfendable. Votre truc est indéfendable. Enfin, à part par Sharon Seban. Je trouve qu'on s'attarde beaucoup trop sur les étiquettes politiques des uns et des autres. Et je crois que ce soit dans un remaniement ou que ce soit également à l'échelle locale. Super, sauf que c'est ni un remaniement, ni une échelle locale. Donc, c'est waouh. Je veux bien que tu te sois faire la moitié de la gueule, mais de là à te faire opérer de la honte. Il faut apprendre aussi à se détacher de ces étiquettes-là. Ah, il faut se détacher. D'accord, il faut se détacher. Ah, je suis détaché. Qu'est-ce que vous avez avec le délire New Age en ce moment? Déjà qu'on a eu Amélie la semaine dernière qui nous a dit
Ça va aller. Moi, je pense que ça va aller. Voilà, il faut avoir confiance. Ça commence vraiment à renforcer le côté secte. Arrête l'oral, sans déconner. Enfin, je te demande pas de mettre fin à ta carrière. Non, mais arrête de parler. C'est ça que je voulais dire. Continue à l'écrit. Le nouveau gouvernement de Michel Barnier vient à peine d'être dévoilé qu'on entend déjà les Cassandres se réveiller. Apprenons à juger en oubliant les étiquettes politiques. Jugeons plutôt les compétences, l'expérience et surtout l'envie d'agir dans l'intérêt des Français. Tu es au courant du mythe de Cassandre ou pas, Shannon? Parce que Cassandre, la prophétesse, dont toutes les visions étaient prédictions étaient justes en fait, mais qui était condamnée à ne jamais être crue. Et c'est pour ça que le roi Priam ne l'a pas cru et que Troie a fini brûlée et que ses habitants sont morts. Après, c'est peut-être un gouvernement de bras cassés, mais au moins c'est un gouvernement cohérent. Anne Genetet, ce que vous dit Laurent Neumann ce matin, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu cette dissolution, pourquoi est-ce qu'on a voté. On aurait pu avoir le même gouvernement il y a oui. une centaine de jours. Il y a même 2 ans. Il y a même 2 ans, la faute à qui? Les LR, qui n'ont jamais voulu travailler avec nous, absolument jamais. C'est pas faute de leur avoir tendu la main, qui nous ont tapé dessus d'ailleurs sévèrement et méchamment. Ah ouais, c'est-à-dire que là on en est au 2e jour et vous commencez déjà à vous foutre sur la gueule. C'est chaud. Après, je peux comprendre que l'ambiance soit tendue, parce qu'ils sont sous le coup d'une motion de censure. Le NFP, ils avaient dit qu'ils censureraient. Et d'ailleurs, c'est dégueulasse parce qu'ils l'ont dit avant même de savoir quels seraient les membres du gouvernement. Ah non, ils n'étaient pas contents en Macronie. Évidemment, nous censurerons. Oui, au nom du principe que j'ai dit tout à l'heure, qui est la question démocratique. Vous la voterez, François Hollande? Oui. Comment voulez-vous que l'on puisse donner notre accord à... Vous voterez la censure. C'est pas ça la vie démocratique. La vie démocratique, c'est pas normalement la censure. On ne peut pas dire on veut pas savoir ce qu'il propose, d'abord on regarde si la censure passe. C'est parce qu'on regarde ce qu'il propose et en fonction on censure ou pas. Il faut lui donner une chance de réussir pour répondre aux besoins des Français. Mais la posture du nouveau Front populaire qui consiste à dire il n'a pas encore parlé, il n'a pas encore dit la moindre des choses, mais je suis contre. Bon, on les reconnaît là, on les reconnaît bien là. Le moment où ils arrivent au pouvoir, avec des députés LFI devenus ministres, nous voterons une motion de censure, immédiatement. Dans les heures, ou en tout cas dans les jours qui suivraient le temps de la déposer, je déposerai avec des collègues et je voterai évidemment une motion de censure. Un gouvernement qui aurait notamment des ministres insoumis, qui est un mouvement radical, qui a bafoué nos institutions, qui a fait de l'antisémitisme son carburant électoral depuis des années, serait immédiatement censuré. Moi, ce que je trouve extravagant, c'est quand même qu'on ait des députés qui disent, sans connaître la composition du gouvernement, sans connaître les intentions présentées par le Premier ministre, disent que par principe, ils le censurent. Nommer Lucie Questet, c'était quoi la conséquence? C'était immédiatement après avoir une censure. Pas contente Aurore Berger, elle fait de la lèche en ce moment. Oui, elle fait toujours de la lèche, mais là, il y a un truc qui m'a étonné, parce que là, je me suis dit, elle suce plus fort que d'habitude. Et il y a un truc, et effectivement, il y avait un truc, puisque le canard enchaîné nous l'a appris, elle a cru qu'elle serait ministre. Si, parce que c'est à cause des bruits de couloir, parce qu'on paye ces gens-là, 30 000 balles, ça nous coûte aux contribuables à peu près par mois, si on prend tout en charge, pour écouter les bruits de couloir. Ils sont là comme ça. Les bruits de couloir. Et elle a entendu blablabla, ministre, Berger, etc. Sauf que pas de bol, en fait, ils ont pensé à un moment faire élire Laurent Berger. Voilà, pas du tout Aurore. Arrêtez de jouer avec cette dame. Mais non, mais sans déconner, c'est pas bien ce que vous faites pour ses nerfs. Elle est fragile, la pauvre. Déjà, la dernière sauterie que vous avez fait à l'Élysée, elle est partie en chialant. Vous m'avez rien donné. Et je sais tout le monde, vous m'avez rien donné. Vous m'avez pas nettoyer les chiottes, vous voulez pas. Elle est partie, la pauvre, vous allez me l'abîmer, j'en ai besoin pour bosser, moi. Non, vraiment, elle est importante. C'est quand même la seule députée qui a réussi à se faire cramer en train de lire une fiche. Vous n'êtes pas plus que nous, ni des magistrats, ni des procureurs, mais vous devriez être, comme nous, particulièrement attachés à l'indépendance de la justice. Vous devriez être, comme nous, attachés au bon déroulement des débats, ou alors assumer clairement la tentative de sabotage qui est la vôtre depuis le début de nos travaux parlementaires sur la réforme de la Constitution. Nous sommes là, nous sommes au travail, et nous voulons reprendre les travaux dans la sérénité que vous êtes incapables de mettre en place ici dans cet hémicycle. Merci Madame Berger. La parole est à Monsieur Dumont. Merci Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur général, Madame la présidente de la commission de loi, mes chers collègues, je voudrais faire un rappel au règlement pour signaler à notre collègue Berger que si elle avait suivi les débats depuis le début, elle n'aurait pas eu à relire la fiche que sa voisine venait de lire il y a quelques minutes. Et qu'en arrivant comme un cheveu sur la soupe dans les débats, ça nous permettrait d'éviter d'hystériser les débats. Est-ce monsieur le premier questeur aujourd'hui, ou est-ce vous, monsieur le rapporteur général, qui avez menti hier pour nous rejeter des amendements? Mettez-vous d'accord entre vous.
Après, là aussi, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ne tombons pas dans le tous pourri. Aurore Berger, comme les autres, de temps en temps, a des bonnes idées et dit des choses pas trop connes, probablement. Mais ce que je dis aussi au groupe privé, c'est que la première des mesures à prendre pour faire en sorte qu'il y ait un taux d'encadrement qui soit supérieur, qu'il y ait plus de professionnels, c'est que ces métiers doivent être plus attractifs. Je leur demande de réfléchir à l'organisation de leur temps de travail. On peut, en crèche, avoir des modèles qui sont plus innovants, où les personnes vont travailler sur des semaines de 3 jours ou des semaines de 4 jours, parce que ce sont des métiers qui sont des métiers difficiles, qui sont des métiers pénibles. Je leur demande de revaloriser leur personnel. Non, attends, quoi ? Au 1er janvier 2024, l'État, mon gouvernement, met 200 millions d'euros sur la table chaque année. Chaque année, on va mettre 200 millions d'euros sur la table pour revaloriser les personnels. Mais je ne mettrai pas et je ne donnerai pas 1 euro de cet argent aux groupes privés si dans le même temps, ils n'ont pas des conventions collectives qui sont enfin au niveau vis-à-vis des personnels. Pouah ! Elle demande aux crèches privées de revaloriser le salaire de leur personnel ? Ah bah, tu vois, exemple. Voilà, alors là, on me fait signe en régie que non. Madame la ministre, quel est votre lien au lobby des crèches privées lucratifs? Parce que là aussi, beaucoup d'observateurs évoquent, on va dire, des liens ambigu, peut-être controversé avec le lobby des crèches privées lucratives. Nous savons que vous échangez régulièrement avec Madame Elsa Hervy, qui est la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, donc le lobby des crèches privées lucratives. Et nous avons même appris dans la presse un message que vous avez envoyé à votre directrice de cabinet, évoquant Madame Elsa Hervy. Je cite votre message: « C'est surtout une copine, smiley avec un sourire, elle sera très aidante avec moi. » Oh non, quelle déception! Oh là 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 là! On ne s'y attendait pas du tout! Ah non, mais laissons-la répondre. Je n'ai jamais de ma vie rencontré Elsa Hervy dans un cadre personnel et intime. Putain, Aurore, ça peut pas être à la fois une amie à toi et quelqu'un avec qui tu n'as aucun rapport. T'es vraiment pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Hein. Bon, d'un autre côté, c'est pas non plus la cohérence qui vous étouffe des masses en ce moment. Donc du coup, on va rajouter ça à la longue liste des magouilles. Et... Ah bah non, désolé, je peux pas, la liste est pleine. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, le surmenage chez les étudiants est un véritable fléau provoquant burn-out et dépression. Mais heureusement, soyez rassurés, de nouvelles initiatives innovantes s'apprêtent à corriger le tir. On croirait monter dans un engin spatial. Mais les 2 capsules de sieste installées à l'université de Lille sont là pour offrir aux étudiants un moment hors du temps. C'est important, quoi. Ça joue sur nos révisions, tout ça. Donc je pense que faire une sieste dans la journée, surtout après manger, parce que c'est là où on a un coup de barre en général, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Une fois dedans, le bruit extérieur est atténué. L'objectif, réduire un stress largement exprimé par les étudiants. Ça a l'air pas mal. Pour moi qui habite super loin, je vais venir souvent dormir ici, je pense. Ah voilà, tu vois, c'est ça le problème. C'est que Gwendo, bon, pour elle, c'est un endroit où elle va faire la sieste. Mais Célestin, lui, il a la dalle, il a pas de logement, donc il va squatter. Voilà, c'est ça le truc. Après, vous avez raison, hein, les jeunes, il faut les rentabiliser jusqu'au bout. Ce pognon de dingue jeté par les fenêtres alors qu'il y avait des solutions beaucoup plus rentables. Hein, lesquelles? Regarde, je vais te montrer. Bras droit, hop, bras gauche, hop, micro-sieste. Faites gaffe avec vos idées à la con, hein, parce qu'ils vont se retrouver avec des capsules de sommeil plus grandes que leur chambre du Crous. Après, c'est spacieux, on peut mettre au moins 2 personnes. Une semaine, hein, une semaine, oui, avant que ça serve à autre chose. 2 semaines avant que ça sente la ligne 13. Des êtres vivants vont être conçus dans ce truc-là. Vous êtes au courant? Ah ben si vous êtes au courant, putain. Merde! C'est la première étape du réarmement démographique. Je suis pas content!